Bonjour et bienvenue dans ce module de formation qui pose le contrat de travail, l'un des éléments importants dans les relations de travail. Dans ce module, nous allons définir ce qu'est un contrat de travail, les éléments constitutifs d'un contrat de travail, les caractéristiques d'un contrat de travail, les types de contrats de travail, ainsi la modification et la rupture du contrat de travail. Enfin, nous allons faire une conclusion générale par rapport au contrat de travail. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique ou morale s'engage à mettre son activité professionnelle à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération. Et si le contrat de travail est un accord entre une personne physique, par exemple un salarié ou un chercheur d'emploi, ou une personne morale, une entreprise ou une ONG, une organisation non gouvernementale, un groupement de personnes qui s'engage à mettre ses compétences au profit d'une autre personne sous la subordination de cette dernière en retour de recevoir une rémunération. Les éléments constitutifs du contrat de travail. Le contrat de travail est constitué de la prestation de travail. La prestation de travail, c'est la tâche physique, intellectuelle que s'engage à réaliser le salarié. La prestation de travail, elle est effective et réalisée au profit de l'employeur ou du patron de manière durable ou répétée. La prestation de travail est un élément nécessaire du contrat de travail dont elle constitue aussi l'objet. La prestation de travail doit être accomplie volontairement, même si l'employeur est en droit de donner des ordres pour son exécution. Il faut également remarquer que la prestation de travail est successive. C'est pourquoi le législateur a prévu une procédure pour la révision du contrat de travail. La prestation n'est pas propre au contrat de travail. Elle existe dans d'autres types de contrats. La rémunération. La rémunération, appelée aussi salaire, constitue la contrepartie de la prestation. La rémunération est aussi un élément nécessaire du contrat de travail. Sa dénomination importe peu, salaire, commission, traitement. Mais elle ne doit pas être exclusivement constituée d'indemnités ou de pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé. Elle se trouve aussi dans d'autres contrats. La rémunération est certes un élément nécessaire de l'existence du contrat. La jurisprudence considère en ce sens que sans rémunération, il n'y a pas de travail. Mais elle est insuffisante pour qualifier un contrat de travail. Donc le travail donne en effet lieu à une licence. Cette contrepartie peut être matérialisée financièrement ou en nature. Elle est obligatoire et à défaut, l'employé peut saisir le juge du prud'homme. Cette rémunération est matérialisée par l'existence d'un bulletin de salaire. Cependant, il peut être payé par nature. Lien de subordination. Défini par la jurisprudence comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directions, donner des ordres et directives aux salariés, de contrôler, de sanctionner lors du manquement des subordonnés. Donc, le lien de subordination est la possibilité, le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives aux salariés pendant l'exécution de la prestation de travail, de le contrôler, de le surveiller et de le sanctionner dans le cas échéant. Il n'existe que dans le contrat de travail. C'est ce qui diffère le contrat de travail des autres types de contrats de travail. Ainsi, ce lien se caractérise par trois éléments. L'autorité exercée par l'employeur, personne physique ou morale par exemple, la soumission d'une autre personne physique, le salarié, l'exécution d'une prestation, soit le travail ou le poste qui fait l'objet du contrat. Par ailleurs, le lien de subordination n'est pas imposé.
En effet, il doit être consenti en toute liberté par les deux parties visées par le contrat. Comment prouver le lien de subordination en cas de litige? En cas de litige autour du contrat, le lien de subordination doit être prouvé. Pour cela, plusieurs moyens sont mis à disposition. Les horaires de travail, les règlements, les fiches de poste, les témoignages, les échanges de courrier ou courriel, les SMS, les constats d'usure et autres moyens. Les caractéristiques du contrat de travail. Le contrat de travail a un caractère synagmatique, c'est-à-dire il entraîne des obligations pour les deux parties. Paiement de salaire par l'employeur et la prestation de services par l'employé. En principe, quand la prestation de travail n'est pas fournie, le travail n'est pas dû, c'est-à-dire le travail n'est pas payé. Il a aussi un caractère honoré. Chacune des deux parties du contrat tire un avantage du contrat de travail. L'employé exécute son travail, l'employeur lui paye une rémunération. Il a un caractère institutionnel, fondé sur le choix de la personne, du moins celle du salarié. Par exemple, le salarié ne peut se faire remplacer sans l'accord de l'employeur. Modification et la suspension du contrat de travail. Il y a modification du contrat de travail lorsque le cœur de la relation contractuelle de travail est impacté par un changement. L'employeur a la possibilité de proposer la modification du contrat de travail au salarié. L'employeur doit en informer le salarié, lui proposer la modification du contrat afin d'obtenir son accord et laisser un délai de réflexion. En revanche, si la modification du contrat n'affecte aucun élément essentiel, l'employeur n'est pas obligé d'avoir l'accord du salarié. Le salarié doit pouvoir donner son consentement lors de la modification du contrat. Ainsi, l'employeur est tenu de l'éclairer sur les causes et les conséquences d'un changement apporté au terme du document qu'il lit. Ce consentement doit également être exempt de tout vice, c'est-à-dire que le salarié doit pouvoir choisir en toute transparence de signer ou non l'avenant du contrat. En cas de refus du salarié, l'employeur peut mettre en suspens son projet de modification de contrat et entamer une négociation avec le salarié, voire le mettre en demeure d'accepter le nouvel aménagement et de travailler sous les nouvelles conditions, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Si le salarié refuse à nouveau et s'abstient de venir travailler,
il n'est pas pour autant considéré comme démissionnaire. Dans une telle situation, l'employé doit le conserver à l'effectif, sans le rémunérer pour ses jours d'absence. Il peut également choisir de rompre le contrat avec un. Les mentions obligatoires du contrat de travail. L'identité et coordonnées des deux parties. Sur un contrat de travail, il faut l'identité des deux parties, l'employé et l'employeur. La nature du contrat. Est-ce qu'un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, un contrat de stage, pour ne citer que ceci. La fonction et la qualification. L'employé a été recruté en qualité de quoi? Est-ce qu'un responsable marketing, un opérateur, responsable des opérations? Il faut le spécifier dans le contrat de travail. Lieu d'exercice du travail. Vous devez mentionner le lieu d'exercice du travail. La rémunération prévue. Le salarié recevra combien comme salaire de base? Le régime des congés payés. La durée de la période d'essai. Le délai de préavis en cas de rupture de contrat. Les conventions collectives applicables. Les clauses de non-concurrence, clauses de mobilité, clauses de confidentialité. Les types de contrats de travail. Il n'y a malheureusement pas deux types de contrats de travail. Il y a beaucoup de contrats de travail. Il peut y avoir des contrats de stage, des contrats d'entreprise, mais dans notre présent module, nous allons nous focaliser sur les deux types de contrats de travail le plus communément utilisés. Il s'agit du contrat à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat conclu pour une durée précise. Un contrat à durée déterminée est conclu pour une durée limitée et précisée au départ dans le contrat de travail. Le contrat à durée indéterminée, le CDI, est un type de contrat qui est conclu sans limitation de durée. Le contrat à durée indéterminée est donc tout contrat qui ne comporte ni terme ni précision de la durée de l'engagement, qui est par conséquent indéterminé.
L'avantage des deux types de contrats, le contrat à durée déterminée, le CDD, et le contrat à durée indéterminée, le CDI. Le contrat à durée déterminée, CDD, a pour avantage, côté employeur, le contrat à durée déterminée est beaucoup moins cher. Le contrat à durée déterminée permet une rupture d'un commun accord entre les parties. Pour le salarié, un employeur ne peut pas vous licencier avant le terme de votre contrat, sauf en cas de faute grave. Donc vous avez l'assurance de terminer votre contrat si vous êtes un employé exemplaire. Son inconvénient, le CDD n'assure pas un emploi stable, donc la précarité de l'emploi, et il provoque une faible motivation des travailleurs. Par ailleurs, le CDI, le contrat à durée indéterminée, apporte un certain confort aux salariés qui peut plus facilement se projeter sur le long terme. Ainsi, les banques accordent plus facilement un prêt pour les salariés qui sont engagés avec un contrat à durée indéterminée. Du côté de l'entreprise, cela peut permettre d'attirer plus facilement les meilleurs profils. Son inconvénient, le CDI ne peut être rompu à tout moment. Donc, pour le salarié, le CDI peut être rompu à tout moment. À n'importe quel moment, le chef d'entreprise peut rompre le contrat de travail. Les clauses. Parfois, il arrive dans certains contrats de travail qu'on insère des clauses pour rendre solide le contrat de travail. Par exemple, on trouve la période d'essai. La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences des salariés dans son travail, notamment au regard de son expérience, et aux salariés d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d'essai constitue ainsi une première phase du contrat, qui n'est pas obligatoire, doit pour exister être prévu dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. Et la période d'essai a une durée maximale fixée par le Code du travail, les conventions collectives ou le contrat de travail, et avec dans certains cas le contrat à durée déterminée. Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux lois ou aux dispositions conventionnelles. Ainsi, par exemple, sont interdites et sans effet les clauses portant atteinte à la vie privée, les clauses de célibat, les clauses discriminatoires ou celles prévoyant un salaire inférieur au SMIC. On a également les clauses de mobilité. C'est une clause par laquelle le salarié accepte par avance une modification de son lieu de travail. Une telle clause doit, pour être applicable, être prévue par le contrat signé par le salarié. L'ajout d'une telle clause à un contrat de travail existant constitue une modification de ce contrat qui doit être acceptée par le salarié et définir de façon précise sa zone géographique d'application. Elle peut également être prévue par la convention collective dont dépend le salarié. Dans ce cas, pour être valable, elle doit se suffire à elle-même et le salarié doit avoir été informé lors de son embauche de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance. On y trouve aussi les clauses de non-concurrence. Cette clause a pour objectif d'éviter que le salarié par ses activités porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Elle peut être prévue par le contrat de travail initial signé par le salarié. Toutefois, on retrouve les clauses de difformation.
Le salarié s'engage en contrepartie de la formation suivie dans le cadre de son contrat de travail à rester au service de l'entreprise pendant un certain délai. En cas de démission, avant l'expiration de ce délai, le salarié doit verser une indemnité à l'employeur. Une telle clause est licite à condition que l'employeur ait investi au-delà de son obligation légale ou conventionnelle. Modification et la suspension du contrat de travail. Il y a modification du contrat de travail lorsque le cœur de la relation contractuelle de travail est impacté par un changement. L'employeur a la possibilité de proposer la modification du contrat de travail au salarié. L'employeur doit en informer le salarié, lui proposer la modification du contrat afin d'obtenir son accord et laisser un délai de réflexion. En revanche, si la modification du contrat n'affecte aucun élément essentiel, l'employeur n'est pas obligé d'avoir l'accord du salarié. Le salarié doit pouvoir donner son consentement lors de la modification du contrat. Ainsi, l'employeur est tenu de l'éclairer sur les causes et les conséquences d'un changement apporté au terme du document qui les lie. Ce consentement doit également être exempt de tout vice, c'est-à-dire que le salarié doit pouvoir choisir en toute transparence de signer ou non l'avenant du contrat. En cas de refus du salarié, l'employeur peut mettre en suspens son projet de modification de contrat et entamer une négociation avec le salarié, voire le mettre en demeure d'accepter le nouvel aménagement et de travailler sous les nouvelles conditions, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Si le salarié refuse à nouveau et s'abstient de venir travailler, il n'est pas pour autant considéré comme démissionnaire. Dans une telle situation, l'employeur doit le conserver à l'effectif, sans le rémunérer pour ses jours d'absence. Il peut également choisir de rompre le contrat avec un licenciement pour refus. Le licenciement. Le licenciement est la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur. Le licenciement s'oppose à la démission, qui constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Selon le Code du travail, il existe deux types de licenciement. Le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif personnel, c'est la rupture du contrat par l'employeur suite à une situation rencontrée avec un salarié qui engendre des conséquences qui peuvent nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Un licenciement doit toujours avoir une cause réelle et sérieuse. Il existe deux types de licenciement à motif personnel, à savoir licenciement pour motif personnel à caractère disciplinaire, licenciement pour faute légère ou sérieuse, grave, faute lourde par exemple. Le licenciement pour motif personnel à caractère non disciplinaire, absence non justifiée, l'aptitude physique, mésaine de perte de confiance, insuffisance de résultats. Et on a le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique est constitué par tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur et motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure. Donc, le licenciement pour motif économique intervient dans une entreprise précisément lorsqu'elle a des difficultés économiques
ou lorsque des mutations technologiques l'obligent à supprimer des postes.